Bada bing, bada boom, Mr. Worldwide as I step in the room. Bonjour à tous. Après ce mème d'une infinie qualité, nous allons pouvoir aborder le sujet de cette vidéo. Ou plutôt les sujets, puisque nous allons parler de deux fusils aujourd'hui. Celui-là, le P14, et celui-ci, le US-17. Vous ne voyez pas la différence? C'est normal, il n'y en a pas. Enfin si, évidemment, mais disons qu'elle ne saute pas vraiment au visage. Donc, le premier est un P14, ou plus exactement Pattern 14 Enfield Rifle, fusil modèle 14 d'Enfield, en français dans le texte. Ce fusil était censé remplacer le célèbre Short Magazine Lee Enfield, ou SMLE, en service depuis 1907. Spoiler alert, ce ne fut pas le cas, puisque le SMLE resta le principal fusil d'infanterie du Commonwealth pendant toute la Première Guerre mondiale, et aussi pendant une bonne partie de la Deuxième, tant qu'à faire. Mais le P14 était surtout censé être chambré dans un nouveau calibre, pour remplacer le vieux 303 British, calibre standard de l'armée britannique depuis 1889. Seulement voilà, en 1914, un petit événement débuta, appelé la Grande Guerre. Forcément, remplacer tout le stock de munitions à ce moment-là était clairement une mauvaise idée. Donc, la couronne britannique, dans son immense sagesse, garda le SMLE comme fusil. Mais, lorsque l'on fait la guerre à la moitié de l'Europe, il nous faut deux trucs. Enfin, il nous faut bien plus que deux trucs, mais deux en priorité. Des hommes et des armes. Pour les hommes, pas de souci. On enrôle de force sa population, sans trop se gêner pour le faire dans les pays colonisés. Pour les armes, c'était un peu plus compliqué. Les Anglais disposaient de plus d'hommes que de fusils, et les manufactures du royaume tournaient déjà à plein régime. Plutôt que d'envoyer les troupes se battre sans armes, le Royaume-Uni demanda aux États-Unis de produire des fusils. Moyennant finance, évidemment, le nerf de la guerre n'ayant pas reçu ce surnom pour rien. Le P-14 était plus simple à fabriquer que le SMLE. C'est donc tout naturellement que l'on demanda aux États-Unis de construire des P-14. Dans le même temps, l'idée d'une nouvelle munition fut évidemment abandonnée, et les fusils furent conçus en 303 British. C'est donc ce qu'ils ont fait, et pas moins de 1,2 million de fusils furent fabriqués par les trois entreprises choisies pour ça. Winchester, oui, les mêmes que les carabines de cow-boy, Remington et Eddystone. Les trois entreprises faisaient un peu les fusils à leur sauce, et il n'était pas rare que les pièces des différents constructeurs n'étaient pas interchangeables entre elles. D'ailleurs, les fusils produits par Winchester étaient souvent vus comme de meilleure qualité. Dans l'armée anglaise, les P-14 étaient souvent réservés aux troupes secondaires et à la réserve. Mais ces fusils étaient par contre jugés plus précis que les SMLE. C'est donc naturellement qu'ils furent aussi, pour certains, convertis en fusils de sniper par les armuriers anglais. Donc tout allait bien dans le meilleur des mondes. Enfin, pas vraiment. Le monde était à feu et à sang, mais les Anglais et leurs alliés avaient assez de fusils pour aller casser du boche. Petite avance rapide de 3 ans, nous sommes en 1917. En plus d'être l'un des meilleurs films de guerre de ces dernières années, en 1917, l'Europe est toujours autant à feu et à sang. Les États-Unis, jusqu'ici pas forcément motivés par la perspective d'une participation dans une guerre mondiale, changent d'avis. Donc rebelote, il nous faut des hommes et des armes. Le même problème se pose. Les États-Unis, n'étant pas ravagés par 3 ans de conflit mondial, disposent d'assez d'hommes. Mais par contre, le nombre de Springfield M1903, le fusil de l'armée américaine à cette période, n'était lui pas suffisant. Les usines de Springfield tournaient déjà elles aussi à fond, donc on chercha une autre solution. L'histoire étant un éternel recommencement, pas besoin de chercher la solution très très loin. Elle s'appelait Winchester, Remington et Eddystone. Et plutôt que de produire plus de M1903, l'idée était de produire des P-14 chambrés en 30-06, le calibre standard dans l'armée américaine. Le fusil M1903, la mitrailleuse Barr, la Browning 1917, toutes ces armes utilisaient la cartouche de 30-06, et adopter un nouveau calibre juste pour une seule arme aurait été un cauchemar logistique. C'est donc comme ça qu'est né le US Rifle Model of 1917, aussi appelé The American Enfield, et chez nous le US-17 pour faire simple. Il s'agit donc simplement d'un P-14 modifié pour utiliser la cartouche américaine de 30-06. Ce fusil fut produit massivement, si bien qu'en novembre 1918, à la fin de la guerre, environ 2 tiers des troupes américaines présentes en Europe étaient équipées d'un US-17 plutôt que d'un M1903. Mais les soldats américains préféraient le fusil de chez Springfield, qui était plus léger, moins encombrant, et qui leur était plus familier du fait de leur entraînement qui était fait avec.
Il y avait aussi sans doute une petite pointe de patriotisme, le US-17 étant vu comme un fusil trop anglais. Même si on sait tous qu'une arme plus lourde a quand même certains avantages. Lourd, c'est bien. Lourd, c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours assommer avec. Dans la culture populaire, les deux fusils n'ont clairement pas la portée d'un SMLE ou qu'un Springfield peuvent avoir. On peut cependant voir un US-17 dans les mains du personnage de Charlie dans le premier volet de Wonder Woman, et il est aussi brièvement utilisé par le personnage joué par Roche Dizem dans le film Indigène. Un P-14 est quant à lui visible dans le film The Kingsman utilisé par le personnage de Polly. On aperçoit également un US-17 dans la série The Last of Us, juste ici, et un P-14 dans un épisode de Doctor Who juste là. Pour ce qui est des jeux vidéo, ils sont présents dans l'excellent Battlefield 1, ainsi que dans plusieurs autres jeux traitant de la Première Guerre mondiale, comme Verdun, Beyond the Wire ou encore Enlisted. Un genre d'hybride entre les deux fusils est également présent dans le jeu Sniper Elite 3. Après la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni et les États-Unis n'utilisèrent plus vraiment ces armes, les reléguant à des fonctions d'entraînement, les donnèrent aux troupes de garde nationale, ou alors en les parachutant dans les territoires occupés par l'Allemagne durant le deuxième conflit mondial. Voilà qui conclut donc cette vidéo sur ces deux fusils adoptés dans l'urgence de la Première Guerre mondiale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai essayé de faire simple et de ne pas trop rentrer dans les détails pour que la vidéo soit compréhensible par tout le monde. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre et quel modèle vous voudriez voir sur cette chaîne.